Ici Victor Echo de Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on va découvrir le chapitre B002, exploitation et procédure dans le but de passer sa certification radio amateur. Donc, on tombe un petit peu plus dans le concret de la radio amateur, donc ça va être plaisant. B002, exploitation et procédure. Donc, l'usage des répéteurs, il y a deux modes qu'on peut utiliser quand on veut transmettre sur les ondes en radio amateur. Ce qu'on appelle simplex et duplex. Donc en simplex, on a une première radio qui émet et une deuxième radio qui est à ce que je vais dire une communication locale, donc relativement proche, qui utilisent la même fréquence. Donc, les deux radios sont syntonisées sur une fréquence et la même fréquence est utilisée autant en transmission qu'en réception. Donc, chacun parle un après l'autre. Donc, la fréquence d'émission est identique à la fréquence de réception. Utilisez le simplex pour des communications locales faibles afin de libérer les répéteurs. Attention au choix de fréquence, vous pourriez par inadvertance utiliser une fréquence d'entrée d'un répéteur local, donc essayez de trouver une fréquence qui est disponible pour communiquer en simplex. Quand on utilise un répéteur, on est en duplex généralement, donc la fréquence d'entrée est différente de la fréquence de sortie. Donc, on a l'exemple ici de portable A qui parle à portable B et qui passe par un répéteur. Donc, on a une fréquence qui reçoit le signal du côté du répéteur et le renvoie de l'autre côté. En utilisant les répéteurs, étant donné qu'ils sont souvent dans des grandes tours, on augmente beaucoup notre portée. Et aussi, les répéteurs sont capables d'envoyer notre signal à une plus forte puissance. Donc, on est capable de rejoindre dans ce cas-là, le portable B bien plus loin que si on avait notre petite station, par exemple un radio mobile dans une auto directement. Donc, le répéteur améliore la portée des stations portables et mobiles. Ça, gros avantage pour les côtés portables avec un petit portable. Si on a un répéteur faible puissance, par exemple 10 watts, on peut aller rejoindre vraiment loin en utilisant un répéteur. Si on continue, l'anatomie d'un répéteur, donc il y a des fréquences qu'on appelle offset. Sur la bande de 2 mètres, l'écart normal entre l'émission et la réception, comme on disait tantôt, il y a deux fréquences, une de transmission, une de réception. L'écart entre les deux est généralement de 600 kHz. Ce processus vise à minimiser le brouillage avec les répéteurs envoisinants. Il y a une autre chose qu'on appelle le CTCSS. C'est une tonalité qui est sous-audible, donc qu'on n'entend pas, qui permet d'activer finalement le répéteur, le déclencher qu'on appelle. Donc, des fois, les répéteurs ont des minuteries. Si on a une communication trop longue, ça va mettre fin à la transmission. Faut faire des brèves pauses entre les transmissions pour s'il y a des messages qui veulent passer entre nos communications. Donc, c'est important de laisser un peu de temps avant chaque transmission. Et demander souvent la localisation si on veut parler à un autre amateur et qu'on pourrait le rejoindre directement, on peut libérer le répéteur et le contacter directement avec notre appareil sans utiliser à outrance le répéteur. Une chose très importante en radio amateur, on a un langage universel, on veut que tout le monde nous comprenne, même si on a une différence de langage, donc on utilise l'alphabet phonétique. En phonie, donc quand on parle avec la voix, pour s'assurer que l'indicatif est bien compris par la personne de l'autre côté, on utilise l'alphabet phonétique. Ça facilite l'identification, puis ça permet de vraiment avoir la bonne information de votre indicatif pour l'autre personne. On sait si quelqu'un nous demande notre nom ou un mot, quand on parle au téléphone, souvent on a à répéter ou parce que c'est pas la bonne lettre. Donc c'est pour éviter ça. On utilise l'alphabet phonétique.
Donc, les principaux pour l'examen, le A, alpha, B, bravo, D, delta, E, écho, G, golf, I, India, L, Lima, P, papa, R, Roméo. Donc, dans mon cas, VE2NFT, ça va être Victor Echo 2 November Foxtrot Tango. Quand on veut communiquer, il y a aussi le protocole de communication. Donc, généralement, on va dire CQ, 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 qui veut dire que vous voulez lancer un appel. Ici, votre indicatif, donc dans mon cas, VE2NFT, 3 fois. La personne qui va vous répondre de l'autre côté va dire son identification. Ici, votre indicatif. Lorsqu'on appelle une station précise, on peut dire, par exemple, la station que l'on veut parler. Ici, votre indicatif. Donc, quand on lance un appel général, CQ, 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 ici, votre indicatif 3 fois. Quand on répond à un CQ, on commence toujours par l'indicatif de l'autre personne. Ici, votre indicatif. Et quand on veut appeler quelqu'un directement, on dit la station appelée, ici, votre indicatif. Le principe clé, la règle d'or, c'est d'écouter. Donc, avant d'entrer en fréquence, on écoute d'abord s'il y a quelqu'un qui est en train d'émettre pour pas écraser la fréquence. Donc, vraiment, la première étape, c'est d'écouter. La deuxième, c'est quand on émet toujours à une puissance minimale. Donc, utiliser la puissance le minimum possible pour faire notre contact. Comme ça, on évite de faire du brouillage ou des choses comme ça. Et quand on fait des tests où on calibre notre station, utiliser une charge fictive dummy load, appelée en anglais, ça permet de faire tous nos tests sans avoir d'impact sur les ondes ou ce qui nous entoure. Quand on regarde les sélections de bandes, c'est aussi une question d'examen. Quand on fait du HF, on utilise la bande latérale, donc bande latérale unique, BLU, l'acronyme. On a LSB, Lower Sideband, qui en dessous de 10 MHz a une fréquence de 3755 kHz. Et supérieur à 10 MHz, on utilise la bande latérale supérieure, donc USB Upper Sideband, euh, pour le 20 mètres, par exemple, et en haut de ça. Si on parle de morse, donc en télégraphie CW, on utilise aussi des codes d'appel. Donc, quand on fait l'appel, on fait CQ. Et il y a un code qui est là pour le morse. Donc, on voit le lexique à droite. CQ, comme on l'a mentionné, c'est un appel à n'importe quelle station. DE, ça vient du français de, donc from en anglais. K, invitation à répondre données à toute station. TX, c'est la station éloignée. 73, c'est le code qui veut dire amitié, donc salutation amitié. R, on confirme en disant R que tout a bien été reçu. Donc un appel pourrait ressembler à CQ, DE, votre indicatif 3 fois. La réponse serait l'indicatif appelé 2 fois, DE, votre indicatif 2 fois. Chose importante en morse, c'est pas une compétition. C'est pas celui qui va le plus vite. Faut toujours émettre à la vitesse à laquelle on est confortable de recevoir en morse. Donc, quand on émet, la personne va s'adapter à nous ou on doit s'adapter à l'autre personne pour vraiment avoir une communication à une vitesse acceptable pour les deux personnes. Si on regarde télégraphie quasi duplex, donc on a le code
QSK, qui est une petite pause qui permet d'entendre s'il y a d'autres stations ou d'autres signaux qui peuvent entrer dans nos transmissions. Et il y a une règle de séparation pour ne pas causer de brouillage en CW, donc en morse. Laissez toujours un décalage minimal de 150 Hz à 500 Hz entre vos fréquences d'émission et celles qui sont occupées dans les bandes un petit peu à côté. Donc toujours se tasser de 150 Hz à 500 Hz. Quand on reçoit un contact, on est capable de voir sur notre appareil et il y a moyen de dire la qualité du signal que l'on reçoit. On appelle ça une évaluation RST. Donc R, lisibilité, S, intensité, T, tonalité. Donc on donne 3 chiffres à ces paramètres-là. Donc si on prend par exemple 5, 7, 9, ça serait 5 de lisibilité, S, 7, T9. Le tonalité est uniquement dit quand on est en morse. Donc 5, 7, 9 dirait parfaitement lisible. Je suis capable de comprendre ce que la personne dit. 7, modérément fort comme intensité de signal, tonalité parfaite dans le cas de morse. Si on prend 3, 3, le signal est lisible avec difficulté et le signal qui entre est faible. À noter que la lisibilité est sur 5 et que l'intensité est jusqu'à 9. Donc 5,9 serait un excellent signal, intensité de 20 dB au-dessus de S9. Si on a un rapport de 1,1, c'est illisible et à peine perceptible. Donc ça vous donne une idée de l'évaluation du signal que l'on reçoit. Petite particularité quand on a par rapport aux forces de signaux, les unités, une unité S, ça égale 6 décibels, 6 dB. Les dB pour augmenter d'un niveau, comme pour passer de S8 à S9, il faut augmenter de 6 dB. Et ça veut dire la puissance multipliée par 4. Donc, si on a 25 watts avec un niveau S8 et qu'on aimerait ça être S9, parce que la personne nous a dit qu'on est S8 à sa réception, ben, il faut faire le wattage qu'on a x4 pour arriver à un S9 puis 100 watts. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la relation entre les niveaux. Il y a aussi d'autres petits codes, les essentiels, parce que ça vient pas mal du morse. On veut pas faire des longues phrases en morse, donc il y avait des petits acronymes pour un peu dire ce qu'on voulait dire, mais simplement avec quelques lettres. Comme par exemple, je vais prendre celui du milieu, QTH, ça veut dire la position géographique, le lieu de la station. Donc on entend souvent quel est ton QTH, donc c'est ton lieu d'émission. QRM, brouillage par d'autres stations. Et QRN, parasite atmosphérique, il y a une différence entre les deux. Pour le retenir à l'examen, QRM veut dire man-made, artificiel, donc généré par quelqu'un. Et QRN veut dire plus naturel, donc atmosphérique. QRS dit à l'autre personne, émettez plus lentement. Donc, quand on parlait de morse puis de vitesse de transmission, si la personne va trop vite pour nous, on est capable de dire QRS. QSY dit OK, on pourrait changer de fréquence. QTH, comme je l'ai mentionné, c'est la position du lieu de la station qui émet. QRZ pour savoir qui m'appelle. QRL, la fréquence est-elle occupée? Donc, avant d'entrer en communication morse, on peut dire QRL pour voir si quelqu'un va nous répondre. C'est savoir si la fréquence est disponible pour faire nos communications.
On avait parlé un peu de ce sujet-là la dernière fois, mais communication d'urgence. Donc, les signaux SOS et MAID sont réservés aux cas de détresse et de vie humaine en jeu. On a vu dans les vidéos précédentes que si on fait un faux message, il y a des sanctions qui peuvent subvenir, puis il faut pas faire ça. Mais si le signal de SOS, puis on est vraiment en danger, puis il faut émettre, ben, la station en détresse a la priorité absolue. Donc, s'il y a des communications, quelqu'un est là et on entend un signal de détresse, il faut arrêter tout ce qu'on fait et le signal SOS a priorité. Si vous entendez une urgence sur un répéteur ou sur les ondes, identifiez-vous entre les pauses de communication pour offrir votre aide. Quelques petits compléments avec des pour la position puis le calcul des distances de quand on communique, on utilise la carte azimutale. Donc, on est capable de fixer, par exemple, un point central qui serait, par exemple, notre point d'émission. Et on peut calculer les distances de transmission à l'aide de cette carte-là. Un autre type de carte intéressante, c'est les cartes QSL. Donc, on a vu les codes tantôt. Une carte QSL, en fait, c'est la confirmation de transmission. Donc, une fois qu'on a fait un contact sur les ondes, par exemple avec un autre pays, ben, la personne peut nous envoyer une carte physique, comme par la poste, qui mentionne notre contact, l'heure à laquelle c'est arrivé. Et on peut garder ça en souvenir. Puis c'est comme un petit trophée finalement. On appelle ça une carte QSL, carte de contact. Un autre moyen de dire sa position géographique, il y a une carte grille qu'on appelle donc Grid Square. Euh, on utilise souvent la Grid Square pour dire notre carré de position. C'est composé généralement de 4 à 6 chiffres et on peut trouver et transmettre, si par exemple, au lieu de dire à quelqu'un à l'autre bout du monde, je suis de Trois-Rivières, il n'y aura aucune idée c'est où Trois-Rivières. Donc, si on lui dit c'est dans quel grid square, il est capable de dire OK, ta position est dans ce coin-là, donc c'est intéressant à savoir. À noter aussi que quand on fait des contacts, la notation du temps est toujours faite par rapport au méridien de Greenwich. Donc, le temps est basé sur ce qu'on appelle UTC. C'est vraiment la référence. Donc, on dit UTC moins pour savoir la base de temps quand on communique avec d'autres personnes sur la planète. Donc, un petit résumé de ce qu'on vient de discuter quand on fait un contact. Première étape, écouter, s'assurer que la fréquence est disponible. Si on peut demander si elle est disponible, donc avec le code QRL. Si on fait des tests, utiliser une charge fictive pour nos réglages pour ne pas commettre de brouillage ou des interférences. Faire notre choix de comment on veut faire notre communication, simplex versus un répéteur. Être ajusté sur la bonne bande latérale pour si on est en dessous de 10 MHz, on utilise LSB, Lower Sideband, et si on est au-dessus, on utilise Upper Sideband. Après, on lance notre appel général avec le code CQ. On utilise toujours la puissance minimale pour les besoins qu'on a. On utilise l'alphabet 8T en phonie. On peut donner le rapport de signal à la personne avec qui on communique. Utiliser les codes Q pour ajuster la communication. Donc, comme on disait par exemple, QTH pour dire où est-ce qu'on est. Toujours laisser des pauses entre nos transmissions. S'il y a des communications d'urgence qui ont besoin de transmettre entre nos communications. Et terminer notre contact avec un beau 73 pour dire amitié à la prochaine. Donc, c'est ce qui complète un peu notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, chapitre B002, exploitation et procédure. Merci de votre écoute. 73.